Elle était complètement perdue sur le chemin de terre, sans argent, sans destination précise, ne portant qu'une vieille valise et le poids d'une décision qui allait changer sa vie à jamais. C'est alors qu'une élégante calèche s'arrêta à ses côtés et qu'un homme d'apparence noble lui posa la question la plus inattendue qu'elle ait jamais entendue. Pouvez-vous imaginer être si désespéré, si démuni d'options, que vous accepteriez une proposition de mariage d'un parfait inconnu juste pour échapper à la misère? Mais cette histoire s'est réellement passée en mars 1923 dans la campagne auvergnate, sur un chemin poussiéreux entre la ville de Limoges et le domaine de la Bonne-Espérance. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Ce que ce baron veuf offrit à cette jeune femme perdue ne changea pas seulement son destin, mais révéla des secrets de famille si profonds que personne dans la région ne les soupçonnait. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette histoire. J'adore savoir où ces récits parviennent et touchent les cœurs. L'après-midi du 14 mars 1923 tombait lourdement sur le chemin de terre qui traversait les montagnes auvergnates comme une ancienne cicatrice. Le soleil brûlait encore fort, même en commençant à descendre, transformant l'air en quelque chose de dense qui collait à la peau. Des nuages de poussière rouge s'élevaient à chaque rafale de vent, couvrant tout d'une fine couche de terre sèche. Caroline Duval marchait lentement sur le bord du chemin, traînant ses pieds fatigués dans la poussière chaude. Chaque pas était un effort immense qu'elle avait à peine la force de maintenir. Dans ses bras, elle tenait une valise de cuir usé, trop lourde pour quelqu'un d'aussi maigre et épuisé qu'elle l'était. La valise contenait tout ce qu'elle possédait au monde. Ce n'était pas grand-chose, juste quelques vêtements simples, des livres qui avaient appartenu à sa mère, une photographie décolorée d'une famille qui n'existait plus, des documents jaunis par le temps. Caroline avait 22 ans révolus, mais à ce moment-là, elle semblait porter des décennies de souffrance sur ses épaules courbées. Son visage était brûlé par le soleil, sa peau pelait sur les pommettes et le nez. Ses lèvres étaient gercées, saignantes aux commissures. Ses yeux verts, enfoncés dans leurs orbites, montraient des cernes sombres dues à des nuits sans sommeil. Sa robe de coton, qui avait jadis été bleu clair, était maintenant méconnaissable tant elle était sale. La poussière rouge avait pénétré les fibres du tissu, des taches de sueur aux aisselles et dans le dos, un ourlet déchiré, là où elle avait trébuché sur des pierres acérées. Ses cheveux châtains foncés, qui tombaient autrefois en vagues jusqu'aux épaules, étaient maintenant emmêlés, attachés en un chignon négligé sur la nuque, des mèches rebelles collées par la sueur sur les tempes. Mais même dévastée par la fatigue, même au bord de l'effondrement, il y avait encore de la détermination dans les yeux de Caroline, une détermination tenace qui venait d'un endroit profond en elle, où résidait l'instinct de survie le plus primitif. Tant qu'il y aurait une étincelle d'espoir, tant qu'il y aurait un pas qu'elle pourrait faire, elle continuerait, car s'arrêter signifiait abandonner, et abandonner signifiait accepter un destin qu'elle refusait de toutes ses forces. Caroline ne savait pas exactement où elle allait. La géographie environnante était inconnue, étrange. Les noms des domaines qu'elle voyait sur les portails ne signifiaient rien. Elle suivait simplement la route principale que quelqu'un dans une auberge lui avait dit qui menait à Limoges. Là, on lui avait dit qu'il existait un orphelinat géré par des sœurs qui pourraient peut-être lui offrir un abri temporaire pendant qu'elle cherchait du travail. L'idée de dépendre de la charité brisait l'orgueil de Caroline en petits morceaux. Elle avait été élevée pour être indépendante, pour travailler honnêtement, pour ne jamais mendier. Mais les circonstances avaient conspiré contre elle d'une manière si cruelle qu'il n'y avait plus d'alternative digne, seulement une survie brute et désespérée. Il y a 3 mois, la vie de Caroline était complètement différente. Ce n'était pas une vie de richesse, mais c'était une vie digne avec un avenir devant elle. Elle travaillait comme institutrice à l'école primaire du village de Saint-Martin-du-Bois, une petite localité à 50 km au sud de là. Elle enseignait aux enfants à lire, écrire et faire des calculs de base. Elle gagnait un salaire modeste, mais suffisant pour louer une chambre simple à la pension de Madame Marie,
acheter de la nourriture de base et économiser quelques pièces chaque mois. La chambre était petite mais confortable, avec un lit étroit, une table où elle corrigeait les cahiers à la lumière d'une lampe à pétrole, une étagère avec des livres hérités de sa mère, également institutrice, et une fenêtre qui donnait sur un jardin où un mimosa fleurissait jaune au printemps. Caroline avait une routine établie, elle avait un but, elle avait le respect de la communauté. Les familles lui confiaient leurs enfants. Le curé la saluait à la messe du dimanche. Les commerçants vendaient à crédit lorsque son salaire était en retard. Mais tout s'effondra un après-midi de décembre, lorsque le fils du colonel Auguste Fournier, propriétaire de la moitié des terres de la région, décida que Caroline serait sienne. Raoul Fournier avait 28 ans, était beau de façon conventionnelle, avec des cheveux noirs toujours coiffés de brillantine, une moustache fine et bien taillée, et des vêtements chers venus de Paris. C'était un fils unique, gâté, habitué à obtenir tout ce qu'il désirait, car son père achetait ou menaçait jusqu'à l'obtenir. Raoul commença à apparaître à l'école avec des excuses boiteuses, disant qu'il voulait connaître la méthode d'enseignement, que son père envisageait de financer des améliorations. Caroline, trop naïve à l'époque, le crut. Elle conversait poliment, montrait le travail des élèves, expliquait les difficultés qu'elle rencontrait avec le matériel rare. Raoul écoutait tout, avec une attention qui semblait sincère, ses yeux sombres fixés sur elle, d'une manière qui commença à la rendre mal à l'aise. Puis vinrent les cadeaux, de nouveaux livres pour l'école que Caroline accepta avec gratitude. Ensuite, des livres pour elle personnellement, qu'elle refusa poliment. Puis, des fleurs laissées à la porte de la pension que Madame Marie lui remit avec un regard soupçonneux. Ensuite, des invitations à des promenades que Caroline déclina avec une fermeté croissante. La situation explosa un après-midi de janvier lorsque Raoul apparut ivre à la pension, monta les escaliers en titubant et frappa violemment à la porte de la chambre de Caroline, effrayant toutes les autres pensionnaires. Caroline ouvrit la porte juste une fente, gardant son corps pour bloquer l'entrée. Raoul était rouge de boisson et de colère, les yeux injectés de sang, l'haleine forte de l'eau de vie. « Vous pensez que vous êtes trop bien pour moi ?» dit-il d'une voix traînante et dangereuse. « Vous pensez que parce que vous êtes une petite institutrice, vous avez le droit de me rejeter? Je suis un Fournier, jeune femme. Mon père est propriétaire de tout ce village. Vous devriez être reconnaissante que je m'intéresse à vous. » Caroline tenta de refermer la porte, mais Raoul y fourra son pied, l'empêchant. « Je ne suis pas intéressée, monsieur Fournier, » dit-elle d'une voix ferme, malgré la peur qui serrait sa poitrine. « S'il vous plaît, partez avant que j'appelle Madame Marie. » Raoul eut un rire amer, sans humour. « Vous regretterez ce rejet, » menaça-t-il, pointant un doigt tremblant. « Personne ne rejette un Fournier sans en subir les conséquences. Personne. » Il finit par partir en titubant, descendit les escaliers bruyamment et sortit en claquant la porte de la pension. Caroline s'enferma dans sa chambre, le cœur battant à tout rompre, les mains tremblantes. Madame Marie monta quelques minutes plus tard, le visage inquiet. « Ma fille, » dit-elle d'une voix basse et pressante, « vous devez être très prudente. Les Fourniers sont des gens dangereux quand ils sont contrariés. Le colonel protège son fils de tout. Il a déjà détruit plusieurs familles qui ont osé l'affronter. » Caroline passa la nuit entière éveillée, fixant le plafond sombre, sentant une peur glaciale se répandre dans son corps. Le lendemain, les vrais problèmes commencèrent. Le directeur de l'école, un homme faible qui devait des faveurs au colonel Fournier, appela Caroline dans son bureau. « Il y a eu des plaintes concernant votre travail, » dit-il, évitant son regard. « Des parents disent que vous êtes trop libéral dans vos méthodes, que vous enseignez des choses inappropriées. » Caroline fut choquée. « Quelle plainte ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante d'indignation. « Quels parents ?» Le directeur secoua la tête, tripota nerveusement des papiers sur son bureau. « Je ne peux pas révéler les noms, » murmura-t-il, « mais je dois vous avertir que votre position ici est en péril. Cela dépendra de la manière dont vous vous comporterez à partir de maintenant. » La menace était claire comme du cristal. Se comporter signifiait accepter les attentions de Raoul Fournier.
Caroline quitta le bureau avec la nausée au fond de la gorge. La semaine suivante, Madame Marie apparut avec la nouvelle que Caroline craignait. « Ma fille, » dit la propriétaire, les yeux remplis de pitié sincère, mais aussi de peur, « je dois vous demander de quitter la chambre. Mon mari ne veut pas de problème avec le colonel Fournier. Il a fait dire que si vous restez ici, nous perdrons des clients et peut-être même subirons des représailles. Comprenez-vous ma situation ?» Caroline comprit parfaitement. Elle comprit qu'elle était systématiquement isolée, punie pour avoir rejeté un homme puissant. Les portes commencèrent à se fermer une par une. Rapidement, comme des dominos qui tombent, l'épicerie où elle achetait à crédit annula son crédit. La couturière qui réparait ses vêtements refusa de la servir. À l'église, les femmes tournaient le visage quand elle passait. 2 semaines plus tard, le directeur rappela Caroline. Cette fois, il n'y eut pas de circonlocution. « Je vous renvoie », dit-il d'une voix froide et professionnelle. « Ce sont des ordres supérieurs. Vous recevez votre salaire du mois et vous devez quitter l'école dès aujourd'hui. » Caroline tenta d'argumenter, d'expliquer que c'était une injustice absurde, qu'elle était une institutrice compétente, que les élèves avaient besoin d'elle. Mais le directeur répéta simplement « Vous devez partir aujourd'hui ». Avec le salaire d'1 mois en poche et sans endroit où vivre, Caroline rassembla le peu qu'elle possédait dans sa valise de cuir. Madame Marie pleura lorsqu'elle partit, la serra fort dans ses bras et mit du pain et du fromage emballés dans sa valise. « Que Dieu vous protège, ma fille, » murmura-t-elle. « Vous ne méritiez pas cela. Personne ne mérite d'être persécuté ainsi. » Caroline passa la première nuit à dormir sur un banc de la place, sa valise servant d'oreiller, son châle couvrant son corps contre le froid de l'aube. Elle se réveilla avec la rosée mouillant son visage, son corps endolori par la position inconfortable. Elle utilisa une partie de son argent pour acheter un billet de train pour une ville plus grande, pensant qu'elle y trouverait du travail, un nouveau départ. Mais l'influence des Fournier s'étendait trop loin. Chaque fois qu'elle obtenait un entretien pour un poste d'institutrice, de gouvernante ou même de domestique, des lettres de référence négatives la précédaient. L'argent fut épuisé en 6 semaines. Caroline vendit des pièces de ses vêtements pour acheter de la nourriture. D'abord son châle de laine, puis sa bonne robe du dimanche, puis ses bottines en cuir, ne lui laissant que de vieilles chaussures trouées. Elle dormait dans des pensions bon marché qui sentaient le moisi et la sueur, partageant sa chambre avec des femmes qui la regardaient avec méfiance. Quand elle n'avait même plus d'argent pour cela, elle dormait sur des bancs de la place sous les auvents des magasins. Une fois dans une église que le curé avait laissée ouverte. C'est ainsi, après 2 mois à fuir l'ombre des Fourniers, que Caroline se retrouva sur ce chemin auvergnat, marchant sans destination précise, au-delà d'un vague espoir d'un orphelinat à Limoges. Ses jambes tremblaient à chaque pas, sa vision s'embrouillait de temps en temps, son estomac lui faisait mal de faim. Elle n'avait rien mangé de substantiel depuis 2 jours, seulement de l'eau d'un ruisseau et un fruit sauvage âpre qu'elle avait trouvé tombé par terre. Caroline trébucha sur une grosse pierre et faillit tomber. Elle réussit à s'équilibrer au dernier moment, mais l'effort lui coûta ses dernières réserves d'énergie. Ses jambes cessèrent simplement d'obéir. Elle tituba jusqu'à un arbre tordu au bord du chemin, une ombre rare offrant peu de soulagement au soleil encore fort. Elle laissa tomber sa valise par terre, s'assit en appuyant son dos contre le tronc rugueux, ferma les yeux un instant, voulant juste se reposer, voulant juste arrêter de se battre pendant quelques minutes. Le désespoir qu'elle avait tenu à distance avec une détermination tenace commença à infiltrer ses défenses. Des larmes brûlaient, mais elle refusa de les laisser couler. Pleurer ne résoudrait rien. Pleurer ne ferait que gaspiller une énergie qu'elle n'avait pas à perdre. C'est à ce moment exact d'épuisement complet que Caroline entendit le son de sabots de chevaux et de roues de calèche au loin. Elle ouvrit les yeux et vit un nuage de poussière s'élever sur le chemin venant dans sa direction. Une calèche approchait. Une calèche élégante, le genre que seules les personnes très riches possédaient. Caroline ressentit de l'espoir et de la peur à parts égales.
de l'espoir parce qu'une calèche signifiait une personne potentiellement prête à aider, de la peur parce que cela pouvait être quelqu'un de dangereux, un homme qui profiterait d'une femme seule et vulnérable. Mais il n'y avait pas de choix, pas d'alternative, rien à perdre, car elle avait déjà tout perdu. La calèche ralentit à son approche. C'était un véhicule impressionnant, peint d'un noir brillant, avec des détails dorés, tiré par 4 magnifiques chevaux bais, des rideaux de velours aux fenêtres, le genre de calèche qu'un seigneur ou un baron riche utiliserait. Elle passa devant Caroline et elle pensa qu'elle allait continuer. Mais la calèche s'arrêta quelques mètres plus loin. La porte s'ouvrit et un homme descendit. Caroline leva ses yeux fatigués et vit le grand seigneur. Il devait mesurer plus de 1,80 m avec de larges épaules. Une posture droite de quelqu'un qui n'avait jamais travaillé courbé. Il portait un costume complet en lin clair, un gilet de soie, une cravate parfaitement nouée, un chapeau Panama. Ses bottes en cuir brillaient, même recouvertes d'une fine poussière. L'homme avait une 40aine d'années, le visage marqué par le temps, mais toujours beau. Des traits aristocratiques, une mâchoire forte, un nez droit, une barbe courte et bien taillée, avec quelques mèches grises, des cheveux foncés peignés en arrière, avec quelques mèches argentées aux tempes. Mais ce qui attira l'attention de Caroline, ce furent ses yeux. Ils étaient marron foncé, profonds, et portaient une ancienne tristesse qui semblait faire partie permanente de son expression. « Mademoiselle, dit-il d'une voix grave, mais polie. Mademoiselle a besoin d'aide ?» Ce n'était pas une question, c'était une affirmation basée sur une observation évidente. Caroline tenta de répondre, mais sa gorge était trop sèche. Elle hocha simplement la tête faiblement. L'homme s'approcha à pas mesurés, comme quelqu'un qui ne veut pas effrayer. Il s'accroupit devant elle, se mettant à la hauteur de ses yeux. « Mademoiselle est-elle blessée ?» demanda-t-il, l'examinant d'un regard inquiet. Caroline regarda ses propres pieds, vit ses chaussures trouées, laissant apparaître ses orteils, sa peau sale et égratignée. « Je vais bien », tenta-t-elle de mentir d'une voix rauque. « Je suis juste fatiguée, je vais à Limoges. » L'homme la regarda avec une expression qui montrait clairement qu'il ne croyait pas un mot. Il alla à la calèche, revint avec une gourde et un paquet. « Buvez !» offrit-il en débouchant la gourde. Caroline hésita juste une seconde avant que la soif ne l'emporte sur la prudence. Elle but de l'eau fraîche, qui descendit sa gorge comme une bénédiction. L'eau coula aux commissures de sa bouche, mais peu importait. « Doucement !» conseilla l'homme d'une voix douce. « Sinon, vous allez vous sentir mal. » Caroline se força à s'arrêter, respira profondément. L'homme ouvrit le paquet, révélant du pain, du fromage et de la viande séchée. « Mangez !» dit-il en le posant sur ses genoux. Caroline prit le pain, les mains tremblantes. Elle mangea lentement, même si elle voulait tout dévorer. Elle se força à bien mâcher. Elle savait qu'un estomac vide réagirait mal. « Comment vous appelez-vous » demanda l'homme en attendant. Caroline déglutit avant de répondre. « Caroline Duval. » L'homme hocha la tête. « Mon nom est Henri, Henri de Silverchamp, baron de la Bonne-Espérance. Je vis à 5 lieues au nord d'ici, au domaine de la Bonne-Espérance. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. » Caroline secoua la tête, indiquant que non. Le baron ne sembla pas offensé. « Que vous est-il arrivé, mademoiselle » demanda-t-il d'une voix prudente. « Pourquoi êtes-vous seule sur la route dans ces conditions ?» Caroline sentit une honte familière lui monter à la poitrine, mais quelque chose dans son expression, dans la gentillesse sincère de ses yeux tristes, lui fit sentir qu'elle ne serait peut-être pas jugée. Alors, elle raconta brièvement son travail d'institutrice, la persécution du fils du colonel, son renvoi injuste, les mois passés à fuir, à chercher du travail, à vendre tout ce qu'elle possédait. Le baron écouta tout en silence, son expression devenant de plus en plus sombre. Quand Caroline eut terminé, d'une voix étranglée, il resta silencieux un long moment. « Les fourniers de Saint-Martin-du-Bois », dit-il finalement d'une voix pleine de mépris. « Je connais la réputation de cette famille. Le colonel est un homme sans scrupules, qui utilise son pouvoir pour écraser quiconque contrarie les désirs de son fils gâté. Mademoiselle n'est pas la première qu'il détruise. » Caroline ressentit une étrange validation en entendant cela.
Au moins quelqu'un la croyait, quelqu'un comprenait que ce n'était pas sa faute. Le baron se leva, fit quelques pas, revint et regarda Caroline avec l'expression d'un homme prenant une décision importante. « Mademoiselle Caroline », commença-t-il d'une voix formelle, plus chargée d'une émotion cachée, « je vais vous faire une proposition qui peut sembler complètement folle. Mademoiselle peut refuser et je comprendrai parfaitement, mais je dois faire cette proposition car, si je ne la fais pas, je le regretterai. » Caroline le regarda sans comprendre, le cœur s'accélérant. « Quelle proposition ?» réussit-elle à demander. Le baron respira profondément, comme quelqu'un qui se prépare à un saut dans l'inconnu. « J'ai besoin d'une compagne, quelqu'un pour gérer ma maison, pour être présente aux événements sociaux, pour donner de la respectabilité à ma vie qui est vide depuis des années. En échange, je peux offrir la sécurité, le confort, une position sociale que les Fournier ne pourront jamais atteindre. Mademoiselle aurait une maison, de la nourriture, des vêtements, tout ce dont elle aurait besoin. Elle aurait mon nom de famille, ma protection. » Caroline resta complètement paralysée. « Vous me demandez en mariage ?» demanda-t-elle d'une voix qui sortait à peine de sa gorge serrée. Le baron secoua lentement la tête. « J'offre un accord, un partenariat, un mariage sur le papier, devant la loi et la société. Mais je n'attends rien d'autre qu'une présence respectable. Mademoiselle aurait sa propre chambre, une intimité complète. Ce serait un arrangement de convenance mutuelle. Je gagne une compagne pour les fonctions sociales. Mademoiselle gagne la sécurité et un échappatoire définitif aux Fournier. » Caroline sentit sa tête tourner devant l'impossibilité de la proposition. « Vous ne me connaissez même pas, » argua-t-elle d'une voix tremblante. « Je peux être une personne terrible. Il se peut que tout ce qu'ils disent de moi soit vrai. » Le baron la regarda droit dans les yeux. « Une femme terrible ne marcherait pas des jours en portant une lourde valise, essayant de trouver un travail honnête, » répondit-il avec conviction. « Une femme terrible aurait accepté des propositions indécentes qu'elle a certainement reçues pendant son voyage. Je vois qui vous êtes, mademoiselle. Je le vois dans vos yeux, dans la façon dont vous maintenez votre dignité même détruite. » Il tendit la main pour l'aider à se lever. « Pas besoin de répondre maintenant. Venez au domaine, reposez-vous, mangez bien, prenez un bain. Ensuite, avec les idées claires, vous déciderez. Si vous refusez, je vous conduirai à Limoges avec suffisamment d'argent pour commencer une nouvelle vie. Mais si vous acceptez, je vous garantis un avenir digne et sûr. » Caroline regarda cette main tendue, regarda le chemin vide devant elle, regarda la valise avec ses dernières possessions. Elle pensa aux mois de fuite, aux portes fermées, aux nuits de faim et de peur constante. Elle pensa à la possibilité d'avoir un nom puissant pour la protéger, de ne plus jamais avoir peur des Fournier, de reconstruire sa vie avec dignité. Elle prit sa main et le laissa l'aider à se lever. « Je vais au domaine, » dit-elle d'une voix basse, mais ferme. « Je vais écouter la proposition complète, puis je déciderai. » Le baron hocha la tête, prit sa valise comme si elle ne pesait rien, la guida jusqu'à la calèche, l'aida à monter, un geste chevaleresque de quelqu'un qui avait été éduqué aux bonnes manières. L'intérieur était luxueux, avec un rembourrage en cuir doux, couleur vin, des finitions en bois poli, des rideaux de velours bloquant le soleil. Le baron frappa au plafond et la calèche commença à bouger. Un balancement doux, malgré le chemin irrégulier. Caroline s'enfonça dans le siège confortable, sentant son corps enfin se détendre après des semaines de tension. Elle ferma les yeux un instant, sentant juste le soulagement d'être assise, protégée, en mouvement vers un endroit qui n'était pas un chemin sans fin. Elle regarda par la fenêtre, voyant le paysage changer. La lande sèche cédait la place à des terres plus cultivées. Des pâturages avec des bovins charolais, des plantations organisées, des clôtures bien entretenues. Le domaine du baron devait être une propriété prospère. « Depuis combien de temps êtes-vous veuf ?» demanda Caroline, brisant le silence. « Depuis 1918, » répondit le baron, sa voix devenant distante. « Ma femme est décédée en 1918 lors de l'épidémie de grippe espagnole qui a dévasté la région. Nous avons perdu beaucoup de personnes chères cette année terrible.
Caroline ressentit une compassion sincère. « Je suis désolé pour votre perte. » Le baron lui fut reconnaissant. « C'était des temps très différents, continua-t-il, en regardant par la fenêtre. Avant que la guerre en Europe ne se termine, avant que le monde ne change autant. Ma femme s'appelait Hélène. C'était une femme adorable, gentille, toujours préoccupée par le bien-être des employés, des familles qui vivaient sur le domaine. Quand elle est morte, la maison est restée vide d'une manière que je ne peux pas expliquer adéquatement. Pourquoi ne vous êtes-vous jamais remarié ? Demanda Caroline avec une curiosité sincère. Le baron resta silencieux un instant. On a essayé de me convaincre de nombreuses fois, répondit-il finalement. Des familles offrant leurs filles, des veuves se présentant, mais je n'y suis pas parvenu. Je ne pouvais pas imaginer remplacer Hélène par quelqu'un qui s'attendrait à un amour que je ne pouvais pas donner. Alors je suis resté seul, gérant le domaine, remplissant les obligations sociales minimalement nécessaires, vivant sans vraiment vivre. Caroline commença à comprendre. Vous m'offrez un accord parce que vous ne voulez pas de fausses attentes. Le baron se tourna pour la regarder directement. Exactement. Je ne cherche ni amour ni romance. Je cherche un partenariat respectueux avec quelqu'un qui a également besoin de sécurité, sans prétentions émotionnelles compliquées. Quelqu'un qui comprenne que nous pouvons construire une bonne vie ensemble, basée sur le respect mutuel et le bénéfice mutuel. Le domaine de la bonne espérance apparut alors que le soleil commençait à descendre. Caroline vit d'abord les hauts portails en fer forgé avec l'écusson familial, travaillé au centre. Puis elle vit la maison principale, une imposante construction de 2 étages, des murs blanchis à la chaux, un toit de tuiles rouges, de larges balcons avec des colonnes de maçonnerie, des jardins soignés entouraient l'entrée, des parterres débordant de fleurs, d'anciens plaques miniers, des palmiers impériaux bordant le chemin. La calèche s'arrêta devant le grand escalier qui menait à l'entrée principale. Le baron descendit le premier, tendit la main pour aider Caroline. Elle descendit, les jambes flageolantes, non de fatigue maintenant, mais de nervosité face à l'ampleur de ce qu'elle considérait. « Bienvenue au domaine de la bonne espérance », dit le baron d'une voix formelle, mais douce. Une femme apparut à la porte, une dame d'une 50aine d'années, robuste, le visage bienveillant marqué par les rides d'expression. Elle portait une robe simple en coton foncé, un tablier blanc, les cheveux gris attachés en chignon. Ses yeux marrons étaient curieux, mais sans jugement. « Madame Françoise », appela le baron, « voici mademoiselle Caroline Duval. Elle restera avec nous quelques jours. S'il vous plaît, préparez la chambre d'amis, préparez-lui un bain chaud et un dîner complet. » Madame Françoise regarda rapidement Caroline puis le baron, une compréhension traversant ses yeux expérimentés. « Bien sûr, monsieur le baron, » répondit-elle d'une voix chaleureuse. « Soyez la bienvenue, mademoiselle Caroline. Venez avec moi, je vais m'occuper de tout. » Caroline suivit la gouvernante à l'intérieur de la maison. Ses pas résonnaient dans le grand hall d'entrée, sur le parquet en larges planches polies, entre les meubles en palissandre, les lustres en cristal, les tableaux aux murs. Tout criait une richesse ancienne et établie. Madame Françoise la guida par les escaliers jusqu'au premier étage, ouvrit une porte, révélant une chambre spacieuse, un grand lit à baldaquin, une armoire en bois foncé, une coiffeuse avec miroir, un fauteuil confortable près de la fenêtre. « Laissez-moi vous préparer votre bain », dit Madame Françoise avec une efficacité maternelle. Elle alla à la salle de bain adjacente et Caroline entendit l'eau commencer à couler. Une fois seule, Caroline s'assit sur le lit et sentit la réalité la frapper de plein fouet. Quelques heures auparavant, elle mourait de faim sur le chemin. Maintenant, elle était dans un manoir, traitée comme une invitée d'honneur et envisageant une proposition de mariage avec un baron qu'elle venait de rencontrer. C'était une folie complète. Toute personne sensée refuserait. Mais Caroline n'avait pas le luxe d'être sensée. Elle n'avait que le besoin désespéré de survivre. Madame Françoise revint. « Le bain est prêt. J'ai laissé des vêtements propres à mademoiselle. Ce sont ceux de la défunte baronne, mais je pense qu'ils iront. Monsieur le baron n'a jamais eu le courage de les donner. Après vous être préparé, descendez dîner. »
Je vais préparer quelque chose de bien consistant. Mademoiselle semble avoir besoin de bonne nourriture. » Caroline entra dans la salle de bain et vit une baignoire pleine d'eau chaude fumante. Elle retira ses vêtements sales et déchirés, les laissa tomber par terre. Elle entra dans l'eau chaude qui enveloppa son corps endolori comme une étreinte. Pour la première fois depuis des mois, elle se permit de se détendre complètement. Elle se lava les cheveux avec du savon parfumé. Elle se frotta la peau jusqu'à ce qu'elle soit rosée et propre. Elle vit l'eau devenir marron de saleté, preuve physique de son voyage. Elle en sortit propre pour la première fois depuis des semaines. Elle enfila la chemise de nuit en coton doux et le peignoir qui avait été préparé. Le tissu sentait la lavande rangée. Elle se regarda dans le miroir et vit un reflet différent. Toujours maigre, toujours marqué par la souffrance, mais propre, présentable. Elle descendit dîner, suivant le son des voix venant de la salle à manger. Le baron était assis au bout d'une longue table en acajou. Il fit un geste, indiquant la chaise à côté de lui. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Madame Françoise servit une soupe de légumes avec de la viande, du pain frais avec du beurre, du riz, des haricots, du poulet rôti, de la salade et de la confiture de lait en dessert. Caroline mangea lentement, se forçant à ne pas tout dévorer, malgré la faim. Le baron mangeait en un silence respectueux, la laissant se remettre. Quand ils eurent terminé, il l'invita dans la bibliothèque adjacente. Parlons de la proposition plus en détail. La bibliothèque avait des murs couverts de livres, des centaines de volumes reliés en cuir. Une cheminée allumée réchauffait l'ambiance, bien qu'il ne fît pas vraiment froid. Des fauteuils en cuir confortables invitaient à s'asseoir. Le baron indiqua un fauteuil, s'assit dans un autre en face. « Mademoiselle Caroline, » commença-t-il avec sérieux, « je veux être complètement honnête sur ce que j'offre et ce que j'attends en retour. Je ne vais pas vous tromper avec de fausses promesses ou cacher des réalités inconfortables. » Caroline hocha la tête, appréciant son honnêteté. « S'il vous plaît, soyez direct. » Le baron entrelaça ses doigts, choisissant ses mots. « Je suis un homme de 43 ans, veuf depuis 5 ans. Je n'ai pas d'enfant. J'administre un domaine prospère que j'ai hérité de mon père. J'ai une position sociale respectée dans la région. Je fréquente les événements, dîners, bals que ma position exige. Mais depuis 5 ans, j'y vais seul à tout, ce qui cause une spéculation constante et gênante. » Il fit une pause avant de continuer. « Les familles locales me voient comme un parti intéressant pour leurs filles. Les veuves me considèrent comme un possible second mariage. Je refuse constamment les avances, expliquant que je ne suis pas intéressé. Mais la solitude a aussi un prix. Une grande maison vide, le silence pendant les repas, l'absence de compagnie lors des événements sociaux, le manque de quelqu'un avec qui parler de la journée, des soucis, des projets. Qu'attendez-vous exactement de moi ? Demanda Caroline directement. Le baron apprécia sa franchise. J'attends que vous soyez mon épouse devant la loi et la société. Que vous utilisiez mon nom de famille, que vous apparaissiez à mes côtés lors des événements sociaux lorsque nécessaire, que vous gériez la maison avec Madame Françoise, receviez les visites de manière appropriée, représentiez la famille de Silverchamp avec dignité. En échange, j'offre une sécurité financière complète, une position sociale respectée, la liberté de poursuivre vos propres intérêts. Et en ce qui concerne les devoirs conjugaux, demanda Caroline rougissant, mais ayant besoin de savoir. Le baron secoua immédiatement la tête. Aucun. Mademoiselle aura sa propre chambre, une intimité complète. Je n'attends aucune intimité physique. Ce sera un mariage de convenance, pas de passion, un respect absolu des limites. Caroline traita l'information. Cela semblait trop beau pour être vrai. Il devait y avoir un piège caché. Le baron eut un sourire triste. Il n'y a pas de piège. Juste 2 adultes faisant un accord qui profite aux 2. Mademoiselle gagne la sécurité et l'échappatoire au fournier. Je gagne une compagne respectable et la fin des spéculations sociales. C'est aussi simple que cela. Caroline regarda autour de la luxueuse bibliothèque. Et si j'accepte et qu'ensuite nous le regrettons? Le baron devint sérieux. Le mariage est un engagement que je prends très au sérieux. Je ne propose pas cela à la légère, mais je comprends que mademoiselle a besoin de garanties.
Je peux inclure dans un contrat prénuptial qu'en cas de séparation, mademoiselle recevra une pension à vie, généreuse. Vous ne serez plus jamais sans ressources. Caroline sentit le poids de la décision. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Le baron hocha immédiatement la tête. Bien sûr. Restez ici aussi longtemps que vous en aurez besoin. 1 semaine, 2, 1 mois, sans pression. Quand vous déciderez, faites-le-moi savoir. Caroline passa les jours suivants à explorer le domaine, à découvrir sa routine. Observant le baron de loin, Madame Françoise se montra une précieuse source d'informations. Le baron est un homme bon, dit la gouvernante pendant qu'elle préparait des conserves dans la cuisine. Juste avec les employés, généreux avec les familles qui vivent sur le domaine. Depuis que la baronne Hélène est morte, il vit comme un fantôme. Il travaille trop, sourit peu, il n'a plus de joie de vivre. Caroline rencontra d'autres employés. Monsieur Jacques, le vieux contremaître qui gérait les travailleurs du domaine d'une main ferme, mais juste, dit que le baron n'avait jamais retardé les paiements, aidait toujours les familles dans le besoin. Elle rencontra Bénédicte, la cuisinière joyeuse, qui parlait avec affection de son patron. Il complimente toujours ma cuisine, il remercie toujours. Ce n'est pas comme d'autres seigneurs qui traitent leurs employés comme des meubles. Elle vit le baron interagir avec les travailleurs. Il saluait tout le monde par son nom, posait des questions sur leur famille, écoutait leurs préoccupations. Ce n'était pas un seigneur distant et arrogant, mais un patron présent et respectueux. Un après-midi, Caroline trouva la porte du bureau du baron entr'ouverte. Elle entra hésitante et vit les murs couverts de photographies encadrées. Beaucoup montraient une belle femme, aux cheveux foncés et au sourire gentil. La baronne Hélène. Il y avait une photo de mariage, tous deux jeunes et heureux, des photos d'événements sociaux, elle toujours rayonnante à ses côtés. Caroline comprit mieux. Le baron n'offrait pas un faux mariage pour tromper. Il l'offrait parce qu'il ne pouvait vraiment pas remplacer l'amour qu'il avait perdu. Il ne cherchait pas une seconde Hélène, il cherchait quelque chose de complètement différent. Un partenariat sans prétention d'un amour qu'il ne pouvait pas donner. Le 5e jour, Caroline prit sa décision. Elle chercha le baron dans son bureau. Il se leva quand elle entra, l'expression expectante. « J'ai pris ma décision », dit Caroline d'une voix ferme. « J'accepte votre proposition. Je veux vous épouser. » Le baron expira longuement. « Vous en êtes absolument certaine. Vous n'êtes pas poussée par le désespoir. » Caroline secoua la tête. « Je suis pragmatique. Vous offrez la sécurité dont j'ai désespérément besoin. J'offre la compagnie que vous désirez. C'est un échange équitable. Il n'y a pas de fausses prétentions d'amour, ce qui, curieusement, rend cela plus honnête que de nombreux mariages d'amour qui se terminent mal. » Le baron lui tendit formellement la main. « Alors, nous avons un accord. Je vais faire préparer les documents nécessaires. Nous pouvons nous marier la semaine prochaine si vous êtes d'accord. » Caroline lui serra la main, scellant l'accord qui allait changer leur vie à tous les deux. « D'accord. » La semaine suivante, lors d'une simple cérémonie dans la chapelle du domaine, Caroline Duval devint Caroline de Silverchamp, baronne de la Bonne-Espérance. Seule Madame Françoise, Monsieur Jacques et Bénédicte furent témoins. Le curé local célébra une cérémonie rapide, un discret regard de surprise en voyant la mariée inconnue. Après la cérémonie, il y eut un simple dîner à la maison. Le baron porta un toast au vin. « Au nouveau départ », dit-il d'une voix formelle mais douce. Caroline leva son verre. « Au partenariat respectueux. » Cette nuit-là, Caroline se retira dans sa propre chambre préparée par Madame Françoise. Elle était spacieuse, élégamment meublée, avec un lit confortable, totalement séparé de la chambre du baron. Elle s'allongea, regardant le plafond, traitant le changement dramatique. 24 heures auparavant, elle était une femme sans abri. Maintenant, elle était une baronne. Les jours suivants, Caroline commença à assumer son rôle de maîtresse de maison. Madame Françoise lui enseigna les routines, lui présenta les fournisseurs, lui expliqua comment gérer les employés. Caroline découvrit qu'elle avait un talent naturel pour l'organisation.
Elle commença à mettre en œuvre de petites améliorations, réorganisant le garde-manger, créant des horaires plus efficaces pour les tâches ménagères. Le baron observait avec une approbation discrète. « Vous faites un excellent travail », commenta-t-il pendant le dîner. « La maison n'a pas fonctionné aussi bien depuis des années. Le premier événement social en tant que baronne fut un dîner au domaine voisin. Caroline était nerveuse, vêtue d'une robe élégante qui avait appartenu à Hélène. Le baron remarqua sa tension. « Soyez simplement polie et courtoise », lui conseilla-t-il. « Vous n'avez pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Je serai à vos côtés. » Le dîner réunissait des propriétaires terriens locaux et leurs épouses. Caroline sentit des regards curieux lorsqu'il fut représenté. « La nouvelle baronne », disait-il avec un intérêt évident. « Si jeune, d'où vient-elle? Comment se sont-ils rencontrés ?» Le baron répondit par une version préparée. Caroline était une cousine éloignée, récemment veuve. Ils s'étaient retrouvés à un moment opportun, un mensonge commode qui expliquait sa présence sans soulever trop de questions. Les dames examinaient Caroline avec des regards évaluateurs. La jeune femme resta polie, répondant aux questions sans trop en révéler, souriant de manière appropriée, démontrant les bonnes manières que sa mère institutrice lui avait enseignées. Sur le chemin du retour, le baron était satisfait. « Vous vous êtes très bien débrouillé. Vous vous êtes parfaitement comporté. » Caroline ressentit une petite fierté. « Ce fut plus facile que je ne l'imaginais. J'ai juste dû me rappeler que j'ai maintenant la protection de votre nom. Personne n'ose me défier. » Les semaines passèrent, établissant une routine confortable. Caroline gérait la maison efficacement. Elle recevait les visites avec grâce, accompagnait le baron aux événements si nécessaires, mais avait aussi son propre temps. Elle réorganisa la bibliothèque, créant un meilleur système. Elle commença à enseigner aux enfants des employés à lire. Une petite école improvisée dans le hangar. Le baron voyait tout avec une approbation croissante. « Vous redonnez vie à ce domaine », commenta-t-il un soir. « Non seulement pour moi, mais pour tous ici. » Caroline sourit. « Je ne fais que ce que je sais faire. Enseigner a toujours été ma vocation. » 2 mois après le mariage, une lettre arriva. Madame Françoise l'apporta pendant le petit déjeuner. « Une lettre pour madame », dit-elle, en tendant l'enveloppe de papier épais. Caroline vit le sceau des Fournier et sentit son estomac se nouer. Elle l'ouvrit, les mains légèrement tremblantes. C'était une lettre formelle d'un avocat représentant la famille Fournier. Elle exigeait que Caroline retourne à Saint-Martin-du-Bois pour témoigner sur des accusations de comportement et de moralité. Elle menaçait de poursuites judiciaires si elle ne comparaissait pas. Le baron vit la pâleur sur son visage. « Qu'y a-t-il » Caroline lui tendit la lettre sans parler. Il la lut rapidement, son expression devenant de plus en plus furieuse. « Ils n'ont aucun pouvoir ici, » dit-il d'une voix dure. « Surtout maintenant que vous êtes baronne de la Bonne Espérance. Je répondrai personnellement. » Le baron dicta une réponse à son clerc. Il informait que la baronne Caroline de Silverchamp était sous la protection complète de la famille de Silverchamp. Toute tentative de harcèlement serait traitée avec toutes les ressources légales disponibles. La lettre se terminait par un avertissement voilé sur les liens politiques que la famille de Silverchamp possédait au niveau départemental. La lettre fut envoyée et il n'y eut jamais de réponse des Fournier. Le silence fut une victoire. Caroline était enfin en sécurité, mais la sécurité apporta la réflexion. Une nuit, Caroline n'arrivait pas à dormir. Elle descendit à la bibliothèque, y trouvant le baron lisant près de la cheminée. « Désolée de vous déranger, dit-elle hésitante. Il fit un geste, indiquant un fauteuil à côté d'elle. « Vous ne me dérangez jamais? Vous n'arrivez pas à dormir ?» Caroline s'assit. « Je pensais à notre accord. » Le baron ferma son livre, son attention entièrement sur elle. « Quoi à ce sujet ?» Caroline choisit ses mots avec soin. « Nous sommes polis l'un envers l'autre, respectueux. Nous respectons parfaitement les termes de l'accord, mais parfois je me demande si nous ne vivons pas des vies parallèles sous le même toit au lieu de réellement partager une vie. » Le baron resta silencieux, pensant. « Vous voulez changer les termes de l'accord » ? « Non, » répondit Caroline rapidement.
Je me demande simplement si nous pourrions être plus que des partenaires commerciaux, peut-être des amis. Le baron eut un petit sourire, le premier sourire sincère qu'elle lui voyait. J'aimerais cela, j'aimerais beaucoup. À partir de ce moment, leur relation changea subtilement. Ils commencèrent à converser davantage pendant les repas. Le baron posait des questions sur l'école que Caroline avait organisée. Il montrait un intérêt sincère. Caroline posait des questions sur les défis du domaine, offrait son opinion lorsqu'on la sollicitait. Ils commencèrent à jouer aux échecs certaines nuits, découvrant qu'ils étaient tous deux des joueurs compétents. Ils se promenaient dans les jardins, parlant des livres qu'ils lisaient, des événements actuels, de la philosophie de vie. L'amitié grandit naturellement, sans pression. Caroline découvrit que le baron avait un sens de l'humour sec lorsqu'il était détendu. Il découvrit que Caroline avait des opinions fortes sur la politique et l'éducation. Ils riaient ensemble des situations absurdes lors des événements sociaux. Ils partageaient leurs frustrations concernant les limites de la vie rurale. C'est en octobre, 6 mois après leur mariage, que le premier grand test survint. Une épidémie de fièvre typhoïde frappa les domaines de la région. Plusieurs familles de travailleurs tombèrent malades. Le baron organisa immédiatement les soins, faisant venir un médecin de la ville, fournissant des médicaments, isolant les malades. Caroline travailla sans relâche à ses côtés. Elle préparait des bouillons nutritifs pour les malades, lavait les draps sales, s'asseyait aux côtés des enfants fiévreux lorsque les parents étaient épuisés. Elle risquait sa propre santé sans hésiter. Le baron tenta de l'envoyer en lieu sûr. « C'est dangereux », argua-t-il. « Vous pourriez tomber malade. » Caroline refusa fermement. « Je suis la baronne de ce domaine. Ces gens sont ma responsabilité autant que la vôtre. Je ne me cacherai pas pendant qu'ils souffrent. » Pendant 2 semaines épuisantes, ils travaillèrent côte à côte 16 heures par jour. Ils virent les familles se rétablir lentement. Ils perdirent 2 personnes âgées, malgré leurs efforts. Ils pleurèrent ensemble lors des enterrements simples. Quand l'épidémie fut enfin passée, ils étaient épuisés, mais aussi transformés. Une nuit, assis sur la véranda après une autre longue journée, le baron regarda Caroline avec une nouvelle expression. « Vous êtes une femme extraordinaire », dit-il d'une voix chargée d'émotion. « Je ne m'attendais pas à cela lorsque j'ai fait ma proposition sur le chemin. J'espérais une partenaire commode. J'ai trouvé quelqu'un de vraiment admirable. » Caroline sentit une chaleur lui monter au cou. « Vous aussi, vous m'avez surprise. J'attendais un seigneur arrogant, préoccupé uniquement par sa position sociale. J'ai trouvé un homme véritablement bon, qui se soucie des personnes sous sa garde. » Ils restèrent en un silence confortable. Quelque chose avait changé entre eux pendant ces semaines. Une barrière invisible commençait à tomber. En novembre, une révélation arriva qui allait tout changer à nouveau. Caroline remarqua que ses règles étaient en retard. Puis, une seconde absence, elle consulta discrètement le médecin en ville. Le docteur Antoine, médecin âgé et sage, l'examina et confirma. « Madame est enceinte, ma chère, environ 2 mois. » Caroline fut stupéfaite. « Mais c'est impossible, il n'y a pas eu. » Le médecin haussa un sourcil. « Le baron n'est-il pas votre mari ?» Caroline rougit profondément. « Oui, mais pas dans ce sens. » Le médecin eut un sourire compréhensif. « Parfois la nature trouve son chemin. Ou peut-être y a-t-il eu un moment que madame a oublié. » Caroline rentra au domaine en état de choc. Elle repassa mentalement les derniers mois. Il n'y avait absolument rien eu de physique avec le baron, sauf... Elle retint sa respiration, sauf cette nuit-là, il y a 2 mois, quand ils étaient rentrés trempés par une tempête soudaine. Ils avaient couru jusqu'à la maison en riant, complètement mouillés. Madame Françoise avait préparé du chocolat chaud. Ils avaient bu près de la cheminée, tremblant de froid. Le baron avait offert un peignoir sec. Il y avait eu un moment où il avait aidé Caroline à retirer son châle mouillé. Leurs mains s'étaient effleurées, leurs regards s'étaient croisés. Le temps s'était arrêté 1 seconde. Caroline se rappela vaguement de s'être réveillée dans son propre lit sans se souvenir d'y être allée. Elle se rappela avoir rêvé, ou n'était-ce pas un rêve? Un souvenir confus,
Nébuleux. Peut-être y avait-il eu plus de vin que de chocolat cette nuit-là. Peut-être étaient-ils tous deux plus détendus qu'ils ne l'avaient voulu. Peut-être les règles de l'accord avaient-elles été temporairement oubliées. Caroline devait le dire au baron. Mais comment? Comment expliquer une grossesse dans un mariage censé être sans intimité? Elle attendit le bon moment qui ne semblait jamais arriver. Finalement, 3 jours plus tard, pendant le dîner, elle rassembla son courage. « Henri » l'appela-t-elle par son prénom pour la première fois. « J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. » Il remarqua son sérieux. « Bien sûr, qu'est-ce que c'est ?» Caroline respira profondément. « Je suis enceinte. » Le silence qui suivit fut absolu. Le baron resta complètement immobile, sa fourchette en l'air. « Vous êtes enceinte ?» Caroline rougit. « Je crois que cette nuit de tempête, quand nous étions mouillés, à boire près de la cheminée, je ne me souviens pas clairement de tout. » Le baron posa lentement sa fourchette, réfléchissant. « Moi non plus, je ne me souviens pas de tout de cette nuit-là, » admit-il. « J'étais épuisé. Nous avons bu plus de vin que je ne l'avais réalisé. Je me suis réveillé le lendemain matin dans ma chambre, sans me souvenir d'être allé dormir. Mais j'ai pensé... » Il s'arrêta, passa la main sur son visage. « J'ai pensé que cela n'avait été qu'un rêve. » Caroline ressentit un étrange soulagement. « Alors vous aussi, vous avez des souvenirs confus. » Le baron hocha lentement la tête. « Des souvenirs de quelque chose qui a pu arriver ou qui a pu être une imagination induite par le vin. » Ils restèrent silencieux, tous deux traitant les implications. Finalement, le baron parla. « Comment vous sentez-vous à ce sujet ?» Caroline hésita, effrayée. « Je ne m'y attendais pas. Nous n'avions pas prévu cela, mais aussi. » Elle s'arrêta, cherchant des mots honnêtes. « Aussi, il y a une partie de moi qui ressent quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir, peut-être du bonheur. » Le baron la regarda, son expression s'adoucissant. « Je ressens aussi quelque chose d'inattendu. » Notre accord était clair, sans attente. Mais peut-être la vie a-t-elle des plans différents de ceux que nous faisons. Caroline sentit des larmes menacées. « Que faisons-nous maintenant ?» Le baron tendit la main à travers la table, prit la sienne. « D'abord, vous avez besoin de soins médicaux appropriés. Je ferai venir le meilleur médecin de Lyon. Deuxièmement, nous annoncerons à la société que nous attendons un héritier. Personne n'a besoin de connaître les détails du fonctionnement de notre mariage. Troisièmement, il s'arrêta, lui serra doucement la main. Troisièmement, il est peut-être temps de réévaluer les termes de notre accord. » Caroline le regarda surprise. « Que voulez-vous dire ?» Le baron choisit ses mots avec soin. « Lorsque j'ai fait cette proposition sur le chemin, j'étais convaincu que je ne pouvais plus aimer, que mon cœur était définitivement fermé après avoir perdu Hélène. Mais c'est moi, à vivre avec vous, à voir votre force, votre bonté et votre dévouement. » Il s'arrêta, une vulnérabilité claire dans ses yeux. « Caroline, je ne suis plus certain que cet accord sans émotion soit ce que je veux. Je ne dis pas que je suis amoureux, mais je dis que les sentiments ont changé et que la grossesse n'a fait qu'accélérer cette prise de conscience. » Caroline sentit son cœur s'accélérer. « Je ressens aussi un changement, » admit-elle à voix basse. « Ce n'a pas été instantané, ce fut graduel, mais le respect que je ressentais pour vous s'est transformé en quelque chose de plus profond. Je ne sais pas encore si c'est de l'amour, mais c'est certainement plus qu'un simple partenariat commercial. » Le baron sourit, l'expression plus légère qu'elle ne l'avait jamais vue. « Alors peut-être pourrions-nous explorer ce que cela pourrait être, sans pression, sans attente rigide, en permettant simplement à la relation d'évoluer naturellement. » Les mois suivants apportèrent des changements subtils, mais significatifs. Le baron commença à dîner dans la chambre de Caroline certaines nuits, conversant tard. Ils commencèrent à s'asseoir ensemble sur le canapé de la bibliothèque au lieu de fauteuils séparés. Les petites touches devinrent naturelles, une main sur l'épaule, de l'aide pour se lever, des étreintes de réconfort. La grossesse de Caroline progressa bien. Son ventre s'arrondit, apportant littéralement une nouvelle vie.
Le baron était attentif, préoccupé, présent d'une manière qui n'avait pas été prévue dans l'accord original. Madame Françoise observa les changements avec une approbation maternelle. Monsieur le baron sourit à nouveau, commenta-t-elle pendant qu'elle préparait le trousseau. Je ne l'avais pas vu ainsi depuis avant la mort de Madame Hélène. Madame lui a fait beaucoup de bien, baronne. En février 1924, Caroline entra en travail. L'accouchement fut long, mais réussi. Le baron lui tenant la main tout le temps, un petit garçon en bonne santé naquit. Ils l'appelèrent Pierre, du nom du grand-père du baron. Le baron tint son fils dans ses bras, les larmes coulant librement, et regarda Caroline épuisée mais radieuse sur le lit. « Merci, dit-il, la voix étranglée. Pour tout, pour avoir accepté une proposition insensée, pour avoir donné une chance, pour avoir ramené la vie dans cette maison. » Caroline lui tendit la main. « Merci de m'avoir sauvé sur ce chemin, d'avoir offert non seulement la sécurité, mais aussi l'opportunité de reconstruire ma vie. » Dans les mois qui suivirent la naissance de Pierre, la relation entre Caroline et Henri continua d'évoluer. Ils s'occupaient de leur fils ensemble, se levant pour les tétées nocturnes, s'émerveillant à chaque étape de son développement. L'intimité des soins partagés apporta une proximité que l'accord original avait exclue. Une nuit, quand Pierre eut 3 mois, Caroline était dans la chambre, berçant son fils pour l'endormir. Le baron entra doucement, observa la scène avec tendresse. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» dit-il hésitant. Caroline hocha la tête, déposant Pierre dans son berceau. « Bien sûr. » Le baron s'approcha. « Voulez-vous toujours des chambres séparées ou voudriez-vous envisager un changement ?» Caroline sentit son cœur bondir. « Que suggérez-vous » Le baron lui prit les mains. « Je suggère que peut-être notre mariage puisse devenir réel à tous égards, non par obligation ou accord, mais parce que les sentiments ont changé, parce que le respect est devenu de l'affection, parce que le partenariat est devenu quelque chose de plus profond. » Caroline regarda l'homme qui avait sauvé sa vie, l'homme qui avait offert la sécurité sans attente, l'homme qui avait progressivement conquis son cœur par une gentillesse constante, un respect sincère, un amour croissant pour l'enfant qu'il partageait. « Oui, » murmura-t-elle, « je veux que notre mariage soit réel, je veux que nous soyons une vraie famille. » Le baron la serra dans une étreinte étroite. « Moi aussi, » murmura-t-il contre ses cheveux, « beaucoup plus que je n'aurais imaginé le vouloir à nouveau. » Cette nuit-là marqua un nouveau départ, non plus un accord de convenance, mais un véritable mariage construit sur une base solide de respect mutuel, d'amitié sincère et d'amour croissant. Les années suivantes, la famille s'agrandit. Hélène, en hommage à la première épouse, naquit en 1925, puis Marianne en 1927. Le domaine de la Bonne Espérance prospéra. Caroline agrandit l'école pour les enfants, faisant venir une institutrice supplémentaire. Elle organisa une coopérative pour les épouses des travailleurs afin qu'elles vendent leur artisanat. Le baron mit en œuvre des techniques agricoles modernes apprises lors d'un voyage à Bordeaux. Il fit construire de meilleures maisons pour les familles des travailleurs. Il établit un fonds d'aide pour les urgences médicales. Ils devinrent un couple respecté et admiré dans la région, non seulement pour leur position sociale, mais pour leur véritable souci de la communauté. En 1930, 7 ans après leur mariage, Caroline était sur la véranda, observant les enfants jouer dans le jardin. Pierre avait 6 ans, Hélène 5, Marianne 3. Ils riaient en courant après les papillons. Le baron vint s'asseoir à ses côtés, lui prit la main naturellement. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il d'une voix douce. Caroline sourit. « Je pensais à cet après-midi de mars où vous vous êtes arrêté sur le chemin. À quel point j'étais désespéré, effrayé, sans espoir. Comment j'ai accepté la proposition d'un étranger par pur désespoir. » Le baron lui serra la main. « Et maintenant » Caroline se tourna pour le regarder. L'amour était clair dans ses yeux. « Maintenant, je sais que ce fut la meilleure décision de ma vie. Non seulement pour la sécurité que cela a apporté, mais pour l'amour que j'ai trouvé alors que je ne le cherchais pas.
Le baron lui embrassa tendrement le front. J'étais un homme mort-vivant, remplissant mes obligations sans ressentir de joie. Quand je vous ai vu sur ce chemin, quelque chose m'a fait m'arrêter. Peut-être l'intuition, peut-être le destin, mais je sais que vous sauver a fini par me sauver aussi. Ils restèrent en un silence confortable, observant le soleil descendre. Pierre appela depuis l'herbe. « Papa, maman, venez jouer !» Le baron et Caroline se levèrent ensemble, descendirent au jardin et rejoignirent les enfants. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, ils retournèrent à la bibliothèque. Le livre que le baron lisait fut oublié. Caroline cousait une petite robe pour Marianne, qui grandissait vite. « Puis-je faire une confession ?» dit le baron, brisant le silence. « Bien sûr, » répondit Caroline sans lever les yeux de son travail. « Cette nuit de tempête, » commença-t-il d'une voix basse, « ce ne fut pas complètement accidentel ou oublié. » Caroline arrêta de coudre, le regarda surprise. « Que voulez-vous dire ?» Le baron rencontra son regard. « Je me souviens de bien plus que ce que je vous ai laissé croire. Je me souviens de vous avoir aidé avec le peignoir. Je me souviens de vous avoir regardé dans les yeux. Je me souviens d'avoir pensé que vous étiez belle. Je me souviens d'avoir décidé consciemment d'ignorer les règles que nous avions nous-mêmes établies. » Caroline sentit sa respiration s'accélérer. « Pourquoi ne l'avez-vous jamais dit ?» Le baron eut un sourire triste. « Parce que j'avais peur que vous sentiez que j'avais rompu l'accord, que je vous avais trompé, que j'avais profité d'un moment de vulnérabilité. » Caroline posa sa couture, alla s'asseoir à côté de lui sur le canapé. « Henri » dit-elle, utilisant son prénom avec la tendresse qu'elle réservait aux moments privés. « Je me souviens aussi de bien plus que ce que j'ai admis. Je me souviens de vous avoir vu me regarder différemment cette nuit-là. Je me souviens d'avoir voulu que vous m'embrassiez. Je me souviens de ne pas avoir résisté lorsque vous l'avez fait. Ce n'était pas un accident pour moi. Ce fut aussi un choix conscient de permettre des sentiments que je niais. » Le baron tint son visage entre ses mains. « Pourquoi n'en avons-nous jamais parlé, honnêtement ?» Caroline sourit. « Parce que nous étions tous les deux effrayés. Effrayés d'admettre que la froideur se transformait en quelque chose de réel, effrayés de risquer notre cœur à nouveau, mais la grossesse nous a forcés à affronter la vérité que nous évitions. » Il l'embrassa lentement, un baiser qui portait encore l'intensité même après des années passées ensemble. Quand ils se séparèrent, il appuya son front contre le sien. « Je t'aime, Caroline, pas comme j'ai aimé Hélène. Cela, c'était l'amour de la jeunesse. Ceci est l'amour d'un adulte mature qui choisit consciemment d'aimer. » Caroline sentit des larmes de bonheur. « Je t'aime aussi. Je ne m'y attendais pas, je ne le cherchais pas, mais c'est arrivé quand même. » Dans les années qui suivirent, leur amour ne fit que mûrir. Ils affrontèrent les défis ensemble. La crise économique de 1930 frappa le domaine. Ils travaillèrent côte à côte pour maintenir la propriété. Ils réduisirent drastiquement leurs dépenses personnelles, vendirent des pièces d'argenterie, mais maintinrent tous leurs employés. Personne ne perdit sa maison ou son travail. La loyauté qu'ils démontrèrent fut réciproque. Les travailleurs redoublèrent d'efforts. La productivité augmenta malgré les difficultés. En 1933, une tragédie survint. Pierre, alors âgé de 9 ans, tomba de cheval lors d'une promenade, se frappa la tête contre une pierre et resta inconscient pendant 3 jours. Les médecins n'étaient pas certains qu'il se réveillerait. Caroline et Henri vécurent un cauchemar interminable. Ils se relayaient au chevet de leur fils, priaient, pleuraient, se soutenaient mutuellement lorsque le désespoir menaçait de les consumer. Henri confessa sa peur profonde. « Je ne peux pas perdre un autre enfant. Je ne peux pas. » Caroline lui prit le visage. « Nous ne le perdrons pas. Il est fort. Il va se réveiller. » Le 3e jour, un miracle se produisit. Pierre ouvrit les yeux, appela faiblement. « Maman, papa !» Caroline et Henri pleurèrent de soulagement, serrèrent leur fils avec précaution, remercièrent Dieu. Pierre se remit complètement en quelques semaines. L'expérience rapprocha encore plus la famille. En 1935, une lettre inattendue arriva. Elle venait d'un avocat de Saint-Martin-du-Bois. Elle informait que le colonel Fournier était décédé. Raoul avait repris les propriétés, mais était impliqué dans de multiples scandales.
Les propriétés étaient vendues pour payer des dettes de jeu. La famille était dans la déchéance complète. Caroline lut la lettre avec des sentiments mitigés. Elle ne ressentit aucune joie pour leur chute, seulement le soulagement qu'ils ne représenteraient plus jamais une menace. Elle montra la lettre à Henri. « C'est fini », dit-elle simplement. « Ce chapitre est définitivement clos. » Henri la serra dans ses bras. « Vous avez construit une vie bien meilleure que n'importe quelle vengeance n'aurait pu donner. C'est cela, la vraie victoire. » En 1938, 15 ans après leur mariage, la famille de Silverchamp célébra l'anniversaire de Pierre par une grande fête. Le domaine était de nouveau prospère. L'économie s'était améliorée. Pierre avait 14 ans, un jeune homme intelligent et intéressé par l'agronomie. Hélène avait 13 ans, une jeune fille studieuse qui voulait être institutrice comme sa mère. Marianne avait 11 ans, artiste et rêveuse. Pendant la fête, tout en observant les enfants et les invités, Caroline ressentit une paix profonde. Elle conversa avec Madame Françoise, maintenant à la retraite mais toujours résidente au domaine. « Vous avez fait une famille heureuse, » dit la vieille gouvernante avec affection. « Vous avez ramené la vie quand tout semblait mort. » Caroline l'embrassa. « Vous m'avez aidé quand j'en avais besoin. Je n'oublierai jamais votre gentillesse. » Cette nuit-là, après le départ des invités, Caroline et Henri se promenèrent dans les jardins sous le clair de lune. « Vous souvenez-vous de la première fois que nous avons marché ici ?» demanda Henri. « Je vous montrais la propriété. Vous étiez nerveuse, incertaine de la décision que vous aviez prise. » Caroline rit doucement. « J'étais terrifiée. Je pensais que j'avais fait une folie complète, d'accepter d'épouser un étranger. Mais vous avez été si gentil, si respectueux. » Progressivement, la peur fut remplacée par la confiance. Henri s'arrêta, la serra dans ses bras. La meilleure décision que j'ai jamais prise fut de m'arrêter sur ce chemin, de vous voir ayant besoin d'aide, d'offrir une solution qui nous bénéficiait à tous les deux, mais je n'ai jamais imaginé qu'un partenariat de convenance se transformerait en véritable amour. Caroline l'embrassa. Moi non plus. Mais je suis reconnaissante chaque jour de cette transformation, d'avoir eu le courage d'accepter, de vous avoir eu le courage d'offrir. Ils continuèrent à marcher en silence, les mains entrelacées. La vie n'était pas parfaite. Il y avait des défis constants, mais ils les affrontaient ensemble, fortifiés par l'amour qui avait grandi d'une fondation inattendue. En 1940, la guerre en Europe commença à affecter la France. Henri s'inquiétait de l'avenir, discutait politique avec les voisins. Caroline organisait des collectes pour les réfugiés européens, enseignait aux enfants l'importance de la paix. Pierre, alors âgé de 16 ans, me parlait de s'engager lorsque l'âge le permettrait. Henri et Caroline craignaient, mais respectaient la conviction de leur fils. Mais la guerre resta lointaine pour l'instant. La vie au domaine continua avec une normalité possible. Hélène commença à aider Caroline à l'école. Elle montrait un talent naturel pour l'enseignement. Marianne découvrit une passion pour la peinture. Henri lui construisit un petit atelier. En 1942, un test inattendu survint. Henri tomba gravement malade, forte fièvre, douleurs corporelles. Le médecin diagnostiqua le paludisme. Le traitement était difficile, le résultat incertain. Caroline s'occupa de lui sans relâche, des nuits sans sommeil à son chevet, changeant ses compresses, administrant la quinine, priant. Les enfants aidaient, se relayant pour la veillée. Madame Françoise préparait des bouillons spéciaux. Pendant le délire fébrile, Henri parlait confusément. « Hélène, murmurait-il, désolé de ne pas être là. » Caroline lui tenait la main sans jalousie. Elle comprenait qu'en des moments d'extrême vulnérabilité, la première épouse occupait toujours une place dans sa mémoire. Cela ne menaçait pas l'amour qu'ils partageaient maintenant. Quand la fièvre céda finalement, après 2 semaines angoissantes, Henri ouvrit les yeux et vit Caroline épuisée à ses côtés. « Vous êtes restée » murmura-t-il d'une voix faible. « Bien sûr que je suis restée » répondit-elle d'une voix étranglée. « Vous êtes mon mari, mon amour. Je n'allais pas vous laisser seule. »
Henri retrouva lentement ses forces. Il fallut des mois avant qu'il ne se rétablisse complètement. Pendant sa convalescence, Caroline administra le domaine, se surprenant elle-même et les autres par sa compétence. Les travailleurs respectaient ses ordres. Les affaires continuèrent de prospérer. Quand Henri put enfin reprendre le travail, il trouva la propriété fonctionnant parfaitement. « Vous êtes extraordinaire », dit-il avec admiration. « Vous avez tout géré seul sans faillir. » Caroline sourit. « J'ai appris avec le meilleur professeur et j'avais une forte motivation. Maintenir tout en état de marche pour votre retour. » En 1943, Pierre eut 19 ans. Il annonça son intention d'étudier l'agronomie à Lyon. Henri fut fier, soutint sa décision. Caroline sentit un pincement au cœur en voyant son fils partir, mais elle savait que c'était nécessaire pour son développement. Hélène prit complètement les rênes de l'école. Caroline ne faisait plus que superviser. Elle avait plus de temps pour d'autres projets. Elle créa une bibliothèque communautaire, organisa une coopérative de femmes plus structurée. Marianne, à 16 ans, eut sa première exposition de peintures en ville. Les œuvres se vendirent étonnamment bien. La famille était fière. En 1945, la guerre se termina enfin. La France célébra. Pierre revint pour les vacances universitaires. Il apportait des nouvelles d'un monde qui changeait rapidement. Il parlait avec enthousiasme des nouvelles techniques agricoles. Henri l'écoutait fasciné. « Vous passerez le flambeau symboliquement. Vous moderniserez le domaine lorsque vous en prendrez la direction. Vous le ferez progresser d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. » Pierre regarda son père avec respect. « Je construirai sur la base solide que vous avez créée. Je n'oublierai pas les valeurs que vous m'avez enseignées. Prendre soin des gens est aussi important que le profit. » Cette année-là, Caroline eut 44 ans. Henri 65, 22 ans depuis leur mariage. Ils s'assirent sur la véranda un après-midi doré. Les enfants, maintenant de jeunes adultes, étaient occupés par leurs propres intérêts. « Si vous pouviez revenir en arrière, » demanda Henri pensif, « ce jour sur le chemin, sachant tout ce qui allait arriver, accepteriez-vous toujours ma proposition ?» Caroline n'hésita pas. Sans aucun doute. Chaque défi, chaque joie, chaque moment en vaut infiniment la peine. Et vous, vous arrêteriez-vous toujours, offririez-vous toujours cet accord insensé? Henri lui prit la main. Je m'arrêterai plus tôt, si possible. J'offrirai la meilleure proposition, parce que vous méritiez, depuis le début, non seulement la sécurité, mais un amour véritable. Caroline lui serra la main. L'amour véritable ne peut pas être offert instantanément. Il doit grandir organiquement. Notre parcours, commençant par un accord pratique, a permis à l'amour de grandir en son propre temps, sans pression, sans attente forcée. C'est peut-être pour cela qu'il est si fort maintenant. Ils restèrent en silence, observant le soleil descendre. La vie ne leur avait pas tout donné facilement. Il y avait eu des luttes, des pertes, des peurs, mais aussi de la croissance, des joies, un amour profond. En 1948, la tragédie frappa à nouveau. Henri fut victime d'une crise cardiaque soudaine. Il mourut paisiblement dans son sommeil. Caroline se réveilla et le trouva déjà parti. La douleur fut dévastatrice. 25 ans ensemble. Un amour qui avait grandi d'un accord improbable en un véritable partenariat, maintenant perdu. Pierre revint immédiatement de l'université. Hélène et Marianne tinrent leur mère pendant qu'elle pleurait. Les funérailles rassemblèrent des centaines de personnes, témoignage du respect et de l'amour que Henri avait inspiré. Caroline resta forte pendant la cérémonie. Mais les nuits étaient une torture, le lit vide, la maison trop silencieuse. Pendant les mois de deuil, Caroline remit tout en question. Pierre prit la direction du domaine, montrant une compétence impressionnante. Hélène continua l'école. Marianne épousa un artiste de Lyon. La grande maison devenait de plus en plus vide. Madame Françoise, maintenant âgée de 80 ans, s'asseyait avec Caroline de nombreux après-midi. « Madame a eu un amour véritable, » disait-elle. « Beaucoup de gens vivent toute une vie sans expérimenter ce que vous avez eu. Soyez reconnaissante pour le temps que vous avez eu, pas amère pour le temps que vous avez perdu. » Caroline savait que la gouvernante avait raison.
Progressivement, la douleur aiguë se transforma en une douce nostalgie. Les bons souvenirs surpassèrent la tristesse de la perte. En 1950, Caroline avait 49 ans. Pierre épousa une charmante jeune femme de la ville. Il l'amena vivre au domaine. Caroline déménagea dans une petite maison de la propriété. Elle laissa de l'espace au jeune couple, mais resta impliquée dans la communauté. L'école avait maintenant 3 institutrices. La bibliothèque prospérait. La coopérative de femmes exportait de l'artisanat. Hélène se maria en 1952. Marianne eut son premier enfant. Caroline devint grand-mère. Ce rôle apporta une nouvelle joie. En 1955, Caroline avait 54 ans. Les cheveux complètement gris, le corps plus lent, mais l'esprit toujours fort. Elle s'asseyait fréquemment sous l'arbre où Henri s'était arrêté la première fois. Elle se rappelait cet après-midi de mars, il y a 32 ans. À quel point elle était désespérée, comment il lui avait offert un salut inattendu, comment la froideur s'était transformée en un amour chaleureux. Elle écrivit ses mémoires, non pour les publier, juste pour les laisser à ses petits-enfants. Elle voulait qu'ils connaissent la véritable histoire. Comment l'amour peut naître des endroits les plus improbables. Comment les accords pratiques peuvent se transformer en partenariats profonds. Comment les secondes chances peuvent être aussi précieuses que les premières. Pierre lisait les pages pendant que Caroline écrivait. « Maman !» disait-il avec admiration, « c'est une histoire extraordinaire, vous devriez la publier. » D'autres femmes, dans des situations désespérées, pourraient y trouver de l'espoir. Caroline secouait la tête. « C'est une histoire privée, la nôtre, mais si elle inspire une personne à accepter de l'aide quand l'orgueil dit de refuser, ça en vaut déjà la peine. » En 1960, Caroline eut 59 ans. Sa santé commençait à décliner. Son cœur était fatigué. Les médecins lui disaient de ralentir. Elle ignorait les conseils. Elle continuait d'enseigner, continuait d'organiser, continuait de vivre pleinement. Un après-midi de mars, exactement 37 ans après la rencontre sur le chemin, Caroline ressentit une forte douleur à la poitrine. Elle appela Pierre. Son fils arriva en courant. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» Caroline sourit malgré la douleur. « Je crois que mon heure approche. » « N'aie pas peur. J'ai eu une vie merveilleuse. » Pierre pleura. « Non, maman, pas encore. » Caroline lui toucha le visage. « Mon cher fils, j'ai vécu bien plus que ce que j'espérais sur ce chemin. Chaque jour après a été un cadeau. » Les enfants vinrent. Hélène, Marianne, les petits-enfants se rassemblèrent autour d'elle. Caroline les regarda chacun. « Je vous aime tous, » dit-elle d'une voix affaiblie. « Soyez toujours bons. Aidez ceux qui en ont besoin. Ne jugez pas sur les apparences. Votre grand-père m'a sauvé quand personne d'autre ne s'en souciait. Cela a tout changé. N'oubliez jamais. » Pierre lui serra la main. « Nous nous en souviendrons, maman. Nous le promettons. » Caroline ferma les yeux, vit Henri l'attendre. Jeune comme lorsqu'ils s'étaient rencontrés, souriant, tendant la main. « J'y vais, » murmura-t-elle. « Je rentre à la maison. » Elle respira profondément une dernière fois. La paix sur son visage. Lors des funérailles, le curé raconta une histoire que beaucoup ne connaissaient pas entièrement. Comment la baronne Caroline avait été trouvée sur le chemin. Comment le baron Henri avait offert un accord qui les avait sauvés tous les deux. Comment l'amour avait grandi là où il n'était pas attendu. La communauté pleura la perte d'une femme qui avait dédié sa vie à aider les autres, qui n'avait jamais oublié son propre désespoir, qui avait toujours tendu la main aux nécessiteux. Pierre trouva le manuscrit complet des mémoires. Il décida de le publier, malgré les souhaits de sa mère. « Le monde a besoin de cette histoire, » dit-il à Hélène. « Il a besoin de savoir que l'espoir existe même dans les moments les plus sombres. » Le livre fut publié modestement en 1961. Il ne devint pas un best-seller, mais il trouva des lecteurs qui avaient besoin de ce message spécifique. Des femmes dans des situations désespérées, des hommes vivant sans but, des personnes qui avaient perdu espoir. Des lettres arrivaient à Pierre, le remerciant d'avoir partagé l'histoire, disant qu'elle avait inspiré des changements, qu'elle avait donné le courage d'accepter de l'aide, qu'elle avait montré que l'amour peut grandir à partir de fondations improbables. En 1980, Pierre avait 66 ans.
Il avait administré le domaine pendant des décennies, modernisé tout, mais avait conservé les valeurs de ses parents. Le soin des travailleurs, la responsabilité sociale, la générosité envers les nécessiteux. Les petits-enfants de Caroline avaient maintenant leurs propres enfants. L'histoire était racontée lors des réunions de famille. Comment leur arrière-grand-mère avait été sauvée sur le chemin. Comment leur arrière-grand-père avait offert un accord mutuel. Comment un amour réel avait grandi. Les enfants écoutaient fascinés. « C'est une histoire de princesse », disaient les petits. Pierre corrigeait gentiment. « C'est une histoire meilleure qu'un conte de fées. Parce qu'elle est réelle, parce qu'elle montre que de vraies personnes peuvent surmonter de vraies difficultés avec bonté et courage. » En 1990, l'arbre où Henri s'était arrêté fut déclaré patrimoine historique local. Une plaque racontait l'histoire résumée. De nombreux voyageurs s'arrêtaient, lisaient, réfléchissaient. Certains prenaient des photos, d'autres restaient simplement silencieux. Le lieu devint un symbole d'espoir. Pierre, maintenant âgé, le visitait fréquemment, s'asseyait sous l'ombre, se rappelait la paix, remerciait la décision courageuse qu'ils avaient prise. Sans cette rencontre improbable, il n'existerait pas. Ni ses enfants, ni ses petits-enfants, ni ses arrière-petits-enfants, toute une vie d'amour dérivée d'un moment désespéré. En 2005, alors que Pierre avait 81 ans et que sa santé déclinait, il demanda à être conduit à l'arbre une dernière fois. Toute la famille vint, 3 générations. Pierre les regarda tous. « Vous existez grâce au courage, dit-il d'une voix tremblante. Le courage de ma mère d'accepter de l'aide, le courage de mon père d'en offrir, le courage de tous deux de transformer un accord en amour. N'oubliez jamais, la bonté change les destins. Toujours. » Il mourut paisiblement la semaine suivante. Il fut enterré aux côtés de ses parents, 3 pierres tombales ensemble, Henri de Silverchamp, Caroline de Silverchamp, Pierre de Silverchamp. Famille unie dans la vie, unie dans la mort. Les années passèrent, le domaine de la Bonne Espérance continua de prospérer, la famille grandissant, mais l'histoire ne fut jamais oubliée. Elle fut transmise avec soin, chaque génération enseignant la suivante. Des valeurs importantes. La bonté compte, le courage compte. L'amour peut grandir à partir de lieux improbables. En 2023, 100 ans après la rencontre originale, la famille organisa une célébration. Elle se réunit au domaine. Des centaines de descendants célébrèrent l'héritage de Caroline et Henri, non seulement la prospérité matérielle, mais l'exemple de vivre avec compassion. La jeune arrière-petite-fille de Pierre, étudiante universitaire de 22 ans, fit un discours émouvant. « J'ai l'âge qu'avait mon arrière-grand-mère Caroline lorsqu'elle fut sauvée sur le chemin, » commença-t-elle. « J'essaie d'imaginer son désespoir, d'être complètement perdue, sans option, sans espoir. » La jeune femme continua d'une voix ferme. Mais elle a eu le courage d'accepter l'aide d'un étranger, le courage de risquer, et mon arrière-grand-père Henri a eu la bonté de s'arrêter, de voir la souffrance et d'agir, non par obligation, mais par humanité fondamentale. Ils nous ont appris que, peu importe à quel point la situation semble sombre, il y a toujours une possibilité de changement, toujours une chance de recommencer. La famille applaudit, beaucoup pleurèrent. L'histoire touchait encore profondément, même 100 ans plus tard. L'arbre historique fut restauré, une nouvelle plaque installée, un texte étendu, racontant l'histoire plus complètement. Les visiteurs augmentèrent. Des gens de toute la France venaient, prenaient des photos, lisaient l'histoire. Certains laissaient des fleurs, d'autres des lettres, remerciant de l'inspiration, racontant leurs propres histoires de salut inattendu. Le lieu devint un pèlerinage informel, non religieux, mais spirituel en quelque sorte, un symbole d'espoir humain, de bonté prévalant, d'amour naissant contre toute attente. Caroline et Henri n'avaient jamais imaginé que leur accord privé aurait un impact si durable. Mais les choix qu'ils firent résonnèrent à travers les générations. Leurs enfants apprirent la bonté en observant leurs parents. Leurs petits-enfants héritèrent de la compassion. Leurs arrière-petits-enfants continuèrent l'héritage.
En 2025, une jeune journaliste découvrit l'histoire, décida de faire un documentaire, interviewa les descendants, visita le domaine, explora les archives, trouva d'anciennes photographies. Caroline, jeune et sérieuse, Henri, digne et triste. Plus tard, tous deux plus âgés et clairement heureux ensemble. Les enfants grandissant, la famille prospérant. Le documentaire fut diffusé en streaming. Il atteignit une audience étonnamment large. Les commentaires affluèrent, les gens partageant comment l'histoire les avait touchés, comment elle avait inspiré des changements dans leur propre vie, comment elle leur avait rappelé que la bonté compte. Une femme écrivit qu'elle était dans une situation désespérée, sur le point d'accepter une relation abusive par nécessité financière. Elle regarda le documentaire, trouva le courage de refuser, chercha de l'aide dans un refuge, reconstruisit sa vie. L'histoire de Caroline montra qu'il existe des alternatives, qu'il vaut la peine d'attendre une situation qui respecte la dignité. Un homme veuf écrivit qu'il s'était fermé à l'amour. Il pensait que ce serait une trahison de la mémoire de sa femme. Mais l'histoire d'Henri montra que le cœur peut aimer plus d'une fois de différentes manières également valables. Il donna une chance à une nouvelle relation. Il trouva un bonheur qu'il croyait impossible. Une jeune étudiante écrivit que l'histoire avait changé sa perspective sur le mariage. Elle pensait que l'amour romantique était le seul chemin valable, mais elle vit qu'un partenariat respectueux peut évoluer en amour profond. Il n'est pas nécessaire de commencer par la passion pour finir par la dévotion. La famille fut surprise et émue par l'impact. L'histoire qu'ils connaissaient intimement touchait des étrangers du monde entier. Un message simple résonnait universellement. La bonté compte, le courage compte. L'amour grandit là où il est cultivé. En 2030, une nouvelle génération naquit. Une petite fille fut nommée Caroline. Hommage à la matriarche qui avait sauvé la famille par son courage. Les parents promirent de lui raconter l'histoire lorsqu'elle grandirait, de lui enseigner les valeurs que son arrière-grand-mère représentait. L'arbre historique tomba malade. Des spécialistes vinrent l'évaluer. Ils déclarèrent qu'il était en train de mourir. Vieillesse avancée, dommages causés par les tempêtes. La famille fut dévastée. L'arbre était un symbole tangible.